Si vous laissez ça en place, les gens à un moment vont se dire alors on a souffert pour rien. Oui, c'est triste, mais en fait oui, les gens ont souffert pour rien. Bruno Le Maire ne cesse de répéter qu'ils ont fait pendant ce quinquennat de l'innovation et du soutien aux entreprises une priorité absolue. Non, dans l'innovation pas du tout. Il y a tout un agenda, si vous voulez, de réforme qui passe beaucoup plus facilement auprès de la population quand on maintient l'idée que le pays est en déficit, est en dette et que tout ça est très dangereux. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. C'est ce que semble nous dire le dernier rapport de la Cour des comptes commandé par Jean Castex, et ce, alors que la Commission européenne vient tout juste de valider le plan de relance de la France pour 2021. L'austérité fait-elle son grand retour ? Le plan de relance français est-il vraiment efficace ? Et la France a-t-elle bien fait de participer au plan de relance européen ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de l'émission économique de Blast. Pour en discuter, j'accueille Nicolas Dufresne. Nicolas Dufresne, bonjour. Bonjour Salomé. Vous êtes économiste, spécialiste des questions monétaires et des outils de financement public. Vous êtes également le directeur de l'Institut Rousseau. Et avec Alain Grandjean, vous êtes l'auteur de ce livre, Une monnaie écologique. Rétablir les finances publiques grâce à la croissance française et surtout en réduisant les dépenses publiques, c'est le mot d'ordre du dernier rapport de la Cour des comptes, remis au Premier ministre fin juin. Nicolas Dufresne, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du « quoi qu'il en coûte » ? Est-ce qu'il y a déjà eu vraiment un « quoi qu'il en coûte » pour de bon ? Moi, j'en suis pas convaincu, puisque si on regarde, alors effectivement, l'État a dépensé de l'argent pour aider les entreprises, pour aider les salariés, pour financer du chômage partiel. Mais selon le même rapport de la Cour des comptes, on apprend que les dépenses publiques en 2020 n'ont augmenté que de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, c'est, disons, pour faire simple, un quart du budget de l'État. C'est quand même considérable. C'est à la fois considérable et en même temps, le plan de relance n'est que de 100 milliards d'euros sur 2 ans, peut-être même sur plus que ça, ce qui fait à peu près 50 milliards d'euros par an. Pour 2021, c'est juste 30 milliards. Je ne veux pas balancer trop de chiffres, mais quand vous avez de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le 3e plan de relance de Joe Biden, qui à lui seul fait 1900 milliards de dollars, c'est-à-dire 10% du PIB américain. Nous, notre plan de relance, c'est à peine 2-3% du PIB français. Donc, pourtant, il a été dit à de nombreuses reprises, notamment par le gouvernement, que ce plan de relance, c'était le plus important d'Europe parce qu'il pesait 9,5% du PIB français. Non, alors pour obtenir ce chiffre, on mélange beaucoup de choses. On mélange des dépenses du plan de relance et des dépenses qui ont été faites pour préserver la société de l'effondrement de l'activité, des dépenses de chômage partiel, les prêts garantis aux entreprises, des dépenses de santé exceptionnelles, qui sont des dépenses qui ne sont pas pérennes. Et en fait, quand on regarde, les Allemands ont fait un plan de relance bien plus élevé que nous. Mais ont peut-être moins soutenu les entreprises et la population au moment de la crise. Non, même pas. Ils ont investi dès le départ 1200 milliards d'euros de soutien à l'économie, quand nous, on était autour de 600-700 milliards. Par contre, on a fait mieux que les Anglais, qui, eux, ont eu un plan de relance plus petit et des dépenses plus petites. Mais au-delà de tous ces chiffres, on voit bien que, si vous voulez, on n'est pas du tout dans une véritable optique de relance. Les dépenses publiques pour préparer l'avenir n'ont pas sensiblement augmenté. En fait, elles ont très peu augmenté. Je donne qu'un exemple. En 2021, pour la transition écologique, qui est un des 3 piliers du plan de relance, on n'aura que 7 milliards d'euros d'investissement en plus. C'est écrit dans le projet de loi de finances pour 2021. Or, il nous faudrait 80 à 100 milliards d'euros de plus par an en France pour réussir une vraie transition écologique. Donc en fait, on est très loin des niveaux d'investissement qu'il faudrait, très très loin. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il y a eu véritablement un quoi qu'il en coûte assumé jusqu'au bout. Ça a été une formule, mais ça n'a pas réellement été suivi d'effet. Par contre, ce qui est vraiment nouveau, c'est la multiplication des discours qui prône un retour à l'austérité. Oui, c'était déjà le cas avec le rapport Arthuis au début de l'année 2021. Tout à fait. Là, on a un 2e rapport, puis un 3e rapport qui viennent corroborer cette idée qu'il faudrait absolument rétablir des mesures d'austérité, que la réduction des dépenses publiques est une priorité.
Est-ce que, selon vous, c'est une bonne solution? Non, c'est pas du tout une bonne solution. Alors, en effet, on a eu une série de rapports. La Cour des comptes prône une consolidation des dépenses publiques, pour ne pas dire austérité, c'est-à-dire une réduction progressive du déficit et de la dette publique. Mais ça, c'est important parce que le mot austérité n'est jamais employé. Le mot austérité n'est rapports. jamais employé. Quand on ne peut pas nommer les choses, on utilise des artifices de langage. Alors, on en a toute une série. Consolidation de dépenses, croissance potentielle, réforme structurelle, tout ce vocabulaire-là qu'on retrouve dans les rapports de la Cour des comptes, qui ne correspondent jamais à des réalités sensibles, qui sont construits, et qui sont construits, en plus, c'est là que c'est un peu vicieux. Par exemple, la croissance potentielle, on nous dit il faut rétablir la croissance potentielle. Parce que c'est les deux axes, c'est réduction des dépenses publiques et la croissance française sur laquelle on compte beaucoup pour pouvoir se remettre économiquement. Et pour augmenter la croissance potentielle, il faut des réformes structurelles. Et les réformes structurelles, c'est quoi? C'est la réforme des retraites, la réforme du chômage, la réforme des minima sociaux, etc. Donc en fait, si vous voulez, dans le vocabulaire technique de la Cour des comptes, se retrouvent d'ores et déjà des concepts qui sont marqués idéologiquement vers ce que nous, on appelle très simplement l'austérité. Voilà. Pourtant, ce rapport, il est établi et rédigé par des économistes, par des experts qui sont censés connaître le monde économique, qui sont censés donner les meilleures recommandations possibles pour l'avenir de la France. Pourquoi est-ce que vous estimez que ce sont des recommandations biaisées et idéologiquement, et qui seraient en plus pas forcément bonnes pour la reconstruction économique de la France? Parce qu'elles reposent toutes sur l'idée que la dépense publique vient en contradiction, finalement, avec l'épanouissement du secteur privé, de l'activité privée. Quand vous voulez réduire absolument le déficit public et la dette publique, vous allez prendre où? Vous allez prendre dans le secteur privé. Vous ne pouvez pas prendre ailleurs. Donc vous allez taxer les gens, les entreprises, les associations, vous allez baisser les dépenses publiques. Et donc finalement... Baisser les dépenses publiques, c'est pas prendre dans le secteur privé? Alors vous faites les deux. Vous pouvez prendre augmenter les impôts, ça c'est prendre dans le secteur privé, mais comme généralement, en particulier sous les orientations actuelles, on ne veut pas taxer les grandes entreprises puisqu'on baisse l'impôt sur les sociétés, qu'on ne veut pas taxer les plus riches parce qu'on a supprimé l'ISF, qu'on a instauré le PFU, etc., il reste quoi pour ramener de l'argent? Les dépenses publiques. Donc vous baissez à fond les dépenses publiques. Et quand vous baissez à fond les dépenses publiques, il ne faut surtout pas croire que c'est les petits fours des ministères qui vont passer à la trappe. En fait, c'est tout le monde qui paye ça. C'est les associations quand on supprime les contrats aidés, c'est les jeunes quand on supprime les APL, c'est les chômeurs quand il y a une réforme du chômage qui doit faire perdre des sommes considérables pour chaque chômeur, à tel point que le Conseil d'État vient de censurer la réforme de l'assurance chômage, en tout cas de la suspendre et de dire que pour l'instant, elle n'était pas conforme à l'intérêt général. Au moment où on parle de transition écologique et au moment où on doit affronter une pandémie, eh bien, les dépenses des ministères qui ont le plus baissé, c'est le ministère du Travail et des Solidarités, le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique qui a perdu 1/3 de ses effectifs dans les 8 dernières années, dont beaucoup depuis le début de ce quinquennat. Le problème de l'austérité, c'est qu'elle s'étend partout. Elle se dilue partout. Et finalement, partout pour qui, concrètement? Pour tout le monde, c'est ça. C'est-à-dire que vont subir l'austérité à la fois les ménages, les entreprises, parce qu'il y a moins d'aide aussi à l'innovation, il y a moins d'aide et de soutien véritablement au développement des entreprises, par exemple à travers les pôles de compétitivité. Et pourtant, Emmanuel Macron et notamment son ministre Bruno Le Maire ne cessent de répéter qu'ils vont faire et qu'ils ont fait pendant ce quinquennat de l'innovation et du soutien aux entreprises une priorité absolue. Non, dans l'innovation, pas du tout. Par exemple, vous prenez le cas du numérique. Alors là, il y a un volet dans le plan de relance qui vient en aide au secteur numérique, mais jusqu'à présent, les aides pour le numérique ont plutôt été en baisse.
C'était les aides versées par le ministère de l'économie et par la BPI. Je prends un autre exemple, la Banque publique d'investissement, BPI France, qui est très utile pour aider nos entreprises. Eh bien, elle accorde, pour aider notamment les PME, des garanties d'emprunt. Des garanties d'emprunt, c'est-à-dire que l'entreprise, pour qu'elle puisse emprunter plus facilement aux banques, eh ben, la BPI accorde une garantie. Eh ben, les crédits pour la garantie, avant la pandémie, ont été quasiment divisés par 2. Donc vous voyez, en fait, il y a toute une série de domaines qui touchent les salariés, les ménages, les associations, les ministères, bien sûr, mais l'austérité, ça concerne tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le pire, c'est que ça ne sert à rien. Parce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, le programme de stabilité qui a été présenté par le gouvernement à la Commission européenne, c'est de ramener le déficit public à moins de 3% du PIB en 2027. Quelques chiffres pour bien se rendre compte. Aujourd'hui, le déficit public, c'est 230 milliards d'euros, c'est 10% du PIB. Si vous voulez le ramener à 3% du PIB, 3%, ça représente 70-80 milliards d'euros, toutes choses égales par ailleurs. Hein, on considère que le PIB ne va pas trop bouger, voilà. Ça veut dire qu'il faut que l'État trouve 150 milliards d'euros de bénéfices. Alors, comme il ne veut pas taxer les plus riches ou les entreprises, c'est une baisse des dépenses publiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à 150 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques sur les prochaines années ? Ça semble fou. Ça ferait 3 fois le budget de l'éducation nationale. Mais c'est ce que le gouvernement a donné comme programme de stabilité à la Commission européenne. Alors, est-ce qu'il le fera ? Il n'y a pas un engagement à le faire. D'ailleurs, la Commission européenne ne nous a jamais condamnés parce qu'on excédait, on ne respectait pas les critères de Maastricht. Hein. C'est comme un croque-mitaine qui ne viendrait jamais taper sur les doigts. Finalement, on a des règles qui ne servent à rien. Elles sont contre-productives. Mais par contre, ça permet de justifier la mise en place de ces réformes structurelles, dire qu'il faut dépenser moins, dire qu'il faut mener la réforme des retraites, mener la réforme de l'assurance chômage, etc. Mais vous voyez que la souffrance qui serait infligée au corps social, si on avait un tel niveau de réduction des dépenses publiques, serait énorme. Vous parlez de souffrance infligée au corps social. Concrètement, ça veut dire quoi ? Pour les gens qui nous regardent, concrètement, en quoi ce rapport et les conséquences éventuelles qu'il peut impliquer vont impacter, avoir des conséquences sur la vie de monsieur, madame, tout le monde ? Ça a des conséquences pour ceux qui verraient leurs impôts éventuellement augmenter. Ça a des conséquences pour les produits soumis à la TVA ou par exemple dans le domaine de l'eau, dans les 10 dernières années, on a augmenté la TVA sur la partie assainissement au lieu de la laisser à un taux réduit. Donc on paye plus cher les factures d'eau. Ça a des conséquences évidemment pour les agents publics qui vont perdre leur emploi. Emmanuel Macron avait fixé l'objectif de 120 000 réduction d'effectifs dans la fonction publique, dont 50 000 dans la fonction publique d'État et le reste dans les collectivités territoriales. Alors on n'y est pas, heureusement. Mais on a quand même perdu déjà, je crois, 15 à 20 000 emplois publics pour l'État. Et pour les collectivités, j'ai pas le chiffre exact, mais beaucoup également. Donc ça fragilise du soutien aux personnes, de l'accompagnement. Ça rend beaucoup plus compliqué les démarches administratives. Ça rend plus compliqué aussi la lutte contre la fraude fiscale, puisque les inspecteurs des impôts ont perdu énormément de postes. Or, la charge de la preuve en matière de fraude fiscale incombe à l'administration. Donc il faut des gens qui travaillent, il faut des gens qui aillent chercher, qui montent les dossiers. S'il y en a beaucoup moins, ils sont beaucoup moins efficaces. Et donc voilà, on ramène moins. Donc ça a des conséquences un peu partout. Et donc la France s'est engagée auprès de l'Union européenne à réduire drastiquement son déficit public, Absolument. Mais d'ici à 2027. Si j'ai bien compris. Ce qui veut dire tous les jours dans le rapport Mais d'ici à 2027, ça veut dire que ce sera en fonction de ce que fera le gouvernement qui sera au pouvoir à partir de 2022. Bien sûr.
Ah bien sûr, aucun choix c'est pas inscrit dans le marbre. Une loi de finances, c'est-à-dire le budget est voté chaque année et il y a un principe d'annualité. Ça veut dire que chaque année, on peut le changer. Et quelle est la probabilité, la possibilité d'échapper à cette logique ? Est-ce que c'est de changer de gouvernement, de changer de dirigeant politique ? Alors ça, c'est pas à vous de le dire. C'est pas à moi de le dire, mais en effet, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que voilà la trajectoire dans laquelle on est engagé. Est-ce qu'on a envie d'aller dans cette trajectoire-là ? Est-ce qu'on a envie, dans le rapport même de la Cour des comptes, alors leur calcul est beaucoup plus bas que la réalité, mais ils recommandent déjà 9 à 10 milliards d'économies chaque année. Voilà, donc est-ce qu'on veut faire ça ? Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une conjonction de plusieurs rapports. En Allemagne, on a une tribune de Wolfgang Schäuble, qui est le président du Bundestag et l'ancien ministre des Affaires économiques allemand, qui a dit finalement, voilà, ça suffit, la relance, etc., faut refermer. On a maintenant la Cour des comptes qui nous dit il faut baisser les dépenses publiques à partir de 2023. On a le gouvernement qui dit en 2027, on sera repassé sous la barre des 3%, alors que tout le monde dit, et qu'Emmanuel Macron lui-même avait dit les 3% c'est stupide. Alors pourquoi dire les 3% c'est stupide et ensuite envoyer un programme de stabilité à la Commission européenne en disant oui, en 2027, vous inquiétez pas, on sera en dessous. Bon. Alors justement. Et donc il y a tout ça, pardon, je veux finir là-dessus, c'est que on a cette dynamique-là qui revient, qui est que ces gens veulent fermer la parenthèse. Absolument, de ces dépenses publiques. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie ? On a eu une hausse, en effet, des dépenses publiques, j'allais dire contrainte et forcée. Et une hausse historique. Une hausse historique, mais contrainte et forcée, qui n'était pas programmée, pas voulue, et parce qu'à un moment, il a bien fallu le faire. Mais qu'est-ce que ça a montré ? Qu'on pouvait augmenter très fortement les dépenses publiques sans que la peste et le choléra s'abattent sur nous. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de hausse des taux d'intérêt. Au contraire, ils n'ont jamais été aussi faibles. Il n'y a pas eu de problème pour emprunter sur les marchés publics. À chaque fois qu'on émet de la dette publique, il y a 4 ou 5 fois plus de demandes de la part des investisseurs que d'offres de la part de l'État. Donc en fait, il ne s'est rien passé. Et donc, alors pourquoi ne pas continuer sur cette lancée ? Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée ? Voilà, justement, parce que comment vous voulez faire passer la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la suppression de 300 000 contrats aidés, la suppression qui a mis en difficulté des collectivités, des associations, le secteur de l'inclusion, etc. Comment vous voulez faire passer ça si vous montrez dans le même temps que vous pouvez augmenter les dépenses publiques sans qu'il ne se passe rien. Donc, il faut, pour ces gens, refermer la parenthèse le plus vite possible. Le plus vite possible. Il ne faut surtout pas que le corps social s'habitue à penser qu'on peut augmenter la dépense publique, que c'est bon pour l'intérêt général et que derrière, en fait, financièrement, ça n'a aucune conséquence, ni sur la soi-disant dette laissée à nos enfants, ni sur les taux d'intérêt, ni sur rien du tout. Mais si vous laissez ça en place, les gens à un moment vont se dire alors on a souffert pour rien. Oui, c'est ça. C'est triste, mais en fait, oui, les gens ont souffert pour rien. Pour rien du tout. Toutes ces politiques d'austérité qu'on a empilées au cours des dernières décennies, c'est de la souffrance inutile. Et la pandémie vient nous le démontrer. Et donc, il y a un intérêt très fort de certaines personnes à mettre la chape de plomb sur cette période-là. Mais alors, justement, quel est cet intérêt très fort de certaines personnes ? Parce que dans le tableau que vous nous dépeignez, personne, finalement, n'aurait vraiment intérêt à ce que les dépenses publiques se réduisent, puisqu'on l'a vu pendant cette pandémie, même les plus aisés ont largement profité de cette crise, ont largement pour certains, doublé leurs bénéfices. C'est vraiment énorme. Voire, pour certaines entreprises du CAC 40, ont même touché des aides d'État, donc ont profité de ces dépenses publiques-là. Pourquoi mettre fin à ces dépenses publiques si elles bénéficient à absolument tout le monde ? Alors, parce que il faudrait, si vous voulez, il faut élargir le zoom, il faut prendre ça dans une perspective historique. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons idéologiques qui font que, quand même, toute notre construction européenne s'est basée sur une idéologie qu'on appelle le monétarisme. Et le monétarisme, c'était la réduction de la place de l'État, c'était
l'idée que donner trop de pouvoir financier et monétaire aux États, ça allait forcément conduire à la gabegie. Si vous voulez, c'est l'idée que les politiques sont démagos par nature, et donc si vous leur confiez la clé du coffre, eh ben, ils vont faire n'importe quoi, forcément. Et donc, voilà, ils vont gaspiller l'argent, etc. Bon, on voit bien, quand on regarde la crise des subprimes, que c'est pas si simple. Et que quand on donne les clés à la finance, et en fait, on lui donne pas, elle les a pris, elle les a gardés avec la complicité des pouvoirs politiques, et ben la finance ne fait pas mieux. Et au contraire, elle crée des crises que nous, on est obligés de réparer derrière, nous, corps social, société, à travers les dépenses publiques. Voilà. Donc, et puis, bon, il y a ça, et puis il faut continuer, si vous voulez, à pouvoir instaurer, ça rejoint ce concept dont je parlais tout à l'heure, de croissance potentielle. La croissance potentielle, il faut l'augmenter, la Cour des comptes nous le dit, en flexibilisant le travail, en n'ayant pas trop d'incitation à ne pas travailler, donc l'assurance chômage ou les minima sociaux. Voilà, il faut pousser les gens à revenir au travail, il faut pousser les seniors à travailler plus longtemps, alors même que on a déjà 1 million de retraités pauvres et qu'on a 4 millions, 5 millions, si on compte les temps partiels, de chômeurs dans le pays. Mais non, on veut que les gens travaillent plus longtemps. Donc, vous voyez, il y a tout un agenda, si vous voulez, de réformes qui passe beaucoup plus facilement auprès de la population quand on maintient l'idée que le pays est en déficit, est en dette, et que tout ça est très dangereux. Juste un dernier mot. Quand François Fillon, en 2007, nous disait « Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. » La dette publique était de 60% du PIB. On est aujourd'hui à 120% du PIB. On a doublé la dette publique. On n'est pas en faillite, les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles qu'à l'époque, on peut dépenser de l'argent sans aucun problème et tout le monde nous prête. Voilà. Donc ces discours-là n'ont aucune réalité. Mais est-ce qu'on ne risque pas également une sanction de la part de l'Union européenne ? Vous disiez tout à l'heure que non, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de sanction contre la France, mais la France, aujourd'hui, bénéficie du plan de relance qui vient directement de l'Union européenne. La présidente, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a validé fin juin le plan de relance de la France, donc à 100 milliards. Et dans ces 100 milliards, il y a quand même 40 milliards d'euros qui viennent directement de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce plan de relance européen ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Un plan de relance, c'est toujours positif. On ne peut pas... Donc heureusement, finalement, heureusement que l'Union européenne est quand même là pour nous assurer que nous pouvons utiliser ces 40 milliards d'euros. Pas vraiment, parce qu'en fait, si vous voulez, on aurait aimé que déjà les 40 milliards d'euros viennent en plus du plan de relance français. En plus, ces 40 milliards d'euros, donc ça aurait fait déjà un plan de relance de 140 milliards d'euros si on avait eu 100 plus 40. Alors que là, en fait, les 40 sont déjà dans les 100. Dans les 100 sur 2 ans et peut-être même sur plus. Donc c'est très peu, encore une fois, par rapport à ce que font d'autres pays comme les États-Unis ou comme... Quand même juste une comparaison globale. Le plan de relance européen, c'est 750 milliards d'euros. Sur ces 750 milliards d'euros, en fait, il n'y a que 390 milliards d'euros vraiment d'aides directes, de subventions directes. Le reste, c'est simplement des garanties mutualisées d'emprunt. Donc pour un pays comme la France, les garanties mutualisées d'emprunt, ça ne sert strictement à rien. On emprunte déjà au taux le plus bas possible, donc tout ça ne sert à rien. D'où viennent ces 390 milliards d'euros ? Alors ces 390 milliards d'euros, c'est des subventions que l'Union européenne va donner à différents États. Les États du Sud, l'Italie, l'Espagne vont en toucher davantage que la France et l'Allemagne pour essayer de les aider. Donc c'est très positif parce qu'ils ont eu plus de difficultés que nous pendant la crise. Mais en fait, donc la Commission européenne va emprunter cette somme sur les marchés financiers et puis la redonner ensuite aux États. Et ensuite, la question, c'est pour le remboursement. Comment on va rembourser ? Alors là, il y a 2 solutions.
soit la Commission européenne arrive à lever ce qu'on appelle des ressources propres, c'est-à-dire qu'elle taxe enfin les GAFA, par exemple, les géants du numérique ou les grandes entreprises. Elle peut aussi instaurer une taxe écologique aux frontières. Ça fait longtemps que plusieurs économistes et courants plaident pour ça, c'est-à-dire que plus les produits viennent de loin, plus on les taxe et on défend notre industrie et en même temps on fait un bon geste pour l'environnement. Donc si la Commission européenne arrive à mettre en place ces ressources propres-là, alors on peut espérer qu'on n'aura pas à rembourser, nous les États, chaque État, les emprunts faits par la Commission européenne. Sauf que ces ressources propres, moi j'attends quand même de voir. Ça fait 15 ans qu'on en parle et on les a jamais mises en place. Et il y a des États, y compris au sein de l'Union européenne, qui sont très opposés. Donc, j'attends de voir. Et donc, on va faire comment avec ces 390 milliards ? Il n'y a pas de plan actuellement pour les rembourser ? Pour l'instant, on nous dit que ces ressources propres vont vraiment arriver. J'attends de voir. Si elles arrivent, tant mieux. Ça sera un pas pour montrer que l'Europe peut se doter vraiment de ressources propres. Si elles n'arrivent pas, c'est les États qui paieront. Et donc, en fait, on aura touché 40 milliards d'euros de l'Union européenne et on remboursera même plus que 40 milliards d'euros à l'Union européenne, puisque notre quote-part, c'est-à-dire notre proportion dans le budget de l'Union européenne fait que c'est supérieur. Partant de là, le plan de relance est insuffisant comparé à ce que font les États-Unis, comparé à ce que font d'ailleurs bien d'autres pays. Comme lesquels, par exemple ? Comme l'Allemagne a fait beaucoup plus, en prenant sur ses deniers propres. Dès le mois de juin 2020, ils avaient mis en place 130 milliards d'euros de relance, c'est-à-dire déjà beaucoup plus que le plan de relance français. Et l'Allemagne qui a pourtant été historiquement une très grande promotrice de l'austérité budgétaire. L'Allemagne est beaucoup plus pragmatique et beaucoup d'autres pays le sont aussi. Le Japon a beaucoup plus relancé son économie. Les Américains également. Je ne parle même pas des Chinois qui, eux, ont un système de gouvernance qui fait que quand ils appuient sur un bouton, ils ont tous les investissements qu'ils veulent, pour simplifier. Ce gouvernement dit avoir mis l'écologie au cœur de sa politique, et d'ailleurs une grande partie du plan de relance est consacrée à l'écologie, 30 milliards d'euros sur 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est vraiment consacré à l'écologie ? Alors c'est un engagement, mais qui reste pour l'instant bien modeste. C'est quelque chose quelque chose qui est censé redynamiser un petit peu l'activité. Mais par exemple sur MaPrimeRénov', je reprends cet exemple-là, il y a 2 milliards d'euros, donc ça va faire un peu plus de primes. Mais ensuite, le gouvernement ne s'est pas engagé à perpétuer cette aide pour les années à venir, alors que son objectif, comme il l'affirme lui-même, c'est 500 000 rénovations bâtiments basse consommation, BBC, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le meilleur niveau de rénovation par an. Il sait très bien que 2 milliards d'euros, ça ne suffit pas de très loin pour tenir cet objectif-là. Donc en fait, dans toutes ces lois qui ont été celles des dernières années, de ce gouvernement-là et même avant. On a fixé des tas d'objectifs très ambitieux que généralement on a repoussés à 2040, 2050, etc. Et on ne se donne jamais les moyens pour le faire. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est pas avec 30 milliards d'euros, et encore une fois, je vous dis 30 milliards d'euros, c'est sur plusieurs années. Alors que l'INSEE, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. L'INSEE a fait une étude sur ce qu'il fallait pour la reconstruction écologique en France. Ils nous disent, et je pense qu'on peut même aller au-delà, c'est au moins 60 milliards d'euros par an. Voilà. Donc c'est une première étape, tant mieux. C'est très insuffisant. Justement, vous, pour pallier cette insuffisance, vous proposez une monnaie écologique. Vous proposez vraiment de vous attaquer au défi environnemental, par le biais des États et surtout des banques et de la monnaie. Pourquoi la monnaie ? On n'a pas tendance à penser immédiatement à la monnaie quand on parle de transition écologique. Oui, c'est un grand tort, puisque finalement, si vous voulez, les questions monétaires, depuis les débuts de la fondation de l'Union européenne, avec l'indépendance consacrée par les traités européens des banques centrales, les questions monétaires ont été retirées du débat démocratique. Vous en entendez jamais parler.
Qu'est-ce que c'est les questions monétaires, concrètement, pour les gens qui ne connaissent pas forcément les questions monétaires, déjà, il faut bien comprendre une chose. C'est que la monnaie et la dette sont un peu les deux faces d'une même pièce, si je voulais prendre une image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monnaie s'il n'y a pas de dette. La monnaie est créée par les banques privées quand elles accordent des crédits ou quand elles achètent des actifs. Je crois que Gaël Giraud, d'ailleurs, vous en avez parlé. Absolument. On est tout à fait sur la même longueur d'onde, la même explication sur tous ces sujets-là. Et donc, quand on parle de la dette publique, ou quand on parle de la dette privée, d'ailleurs, qui est beaucoup plus importante que la dette publique, eh bien, il faut bien comprendre que tout ça, c'est la contrepartie de la monnaie qui circule dans notre économie. Et quand on rembourse des dettes, on détruit de la monnaie, parce que c'est un système, alors là c'est un peu technique, c'est un système de comptabilité en partie double, où quand un agent bancaire crée de la monnaie, il inscrit de la monnaie à son actif, il a une créance, et au passif, il crée un dépôt. C'est comme ça qu'on crée la monnaie. Et quand vous remboursez votre créance, le dépôt correspondant disparaît. Je vais simplifier un peu les choses, mais si aujourd'hui on remboursait toutes les dettes, privées et publiques, il n'y aurait plus de monnaie du tout. Donc, il n'y a plus d'économie puisqu'il n'y a plus de monnaie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire très attention quand on dit il faut rembourser, il faut payer, il faut rembourser. En fait, à chaque fois qu'on rembourse, on réduit la masse monétaire en circulation et donc ça fait beaucoup moins de perspectives d'échanger, etc. Alors, du coup, les questions monétaires, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire, c'est comment on crée la monnaie, comment elle se diffuse dans l'économie, au profit de qui ? Mais alors, qui peut créer de la monnaie aujourd'hui ? Qui c'est qui crée la monnaie ? Eh bien, c'est avant tout les banques privées, mais aussi les banques centrales. Alors, les banques privées, elles le font quand elles accordent des crédits ou quand elles achètent des actifs, quasiment... Alors, on ne va pas dire sans limite, puisqu'elles doivent respecter des ratios de fonds propres, elles doivent pouvoir s'approvisionner en monnaie centrale, comme on appelle ça, mais néanmoins, elles peuvent la créer à partir de rien, ex nihilo, comme on dit en latin, c'est-à-dire à partir de rien. Donc la création monétaire, c'est de la monnaie qui apparaît là où il n'y avait pas quelque chose. Voilà, c'est la planche à billets, sauf que la planche à billets, on a souvent l'image qu'elle profite aux États et que c'est un État qui va imprimer n'importe comment. Là, en fait, c'est les banques qui le font pour l'essentiel. Et aujourd'hui, la Banque centrale le fait aussi, quand elle achète sur le marché des titres, et notamment des obligations souveraines, pour baisser les taux d'intérêt sur les obligations souveraines et permettre aux États d'emprunter moins cher. Donc ça, c'est très bien. Sauf que la Banque centrale européenne, on lui a interdit de financer directement les États. Donc elle est obligée... C'est l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc elle est obligée, quelles que soient ses actions, d'en passer toujours par le filtre des banques privées. Donc à chaque fois que la Banque centrale crée de la monnaie, ça peut toujours passer par le canal bancaire. C'est pour ça que vous mettez ce canal-là au cœur du potentiel changement en faveur de l'écologie. Exactement. Mais nous, on dit aussi qu'à un moment... C'est pas normal que toute la création monétaire des banques centrales passe obligatoirement par le canal bancaire. Après tout, pourquoi ? Pourquoi on ne pourrait pas, à un moment, utiliser aussi ce pouvoir de la Banque centrale, qui nous appartient à tous, elle tire son pouvoir de la confiance de la société. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas utiliser ce pouvoir-là pour financer des dépenses d'intérêt général pour la reconstruction écologique? Alors, c'est ce qu'on décrit dans le livre, mais on peut aussi imaginer... de financer les dépenses sociales, de financer des dépenses d'intérêt général. En fait, la monnaie, c'est un bien commun. C'est quelque chose qui nous appartient à tous. Il n'y a pas de raison pour que ce bien commun soit privatisé et soit le seul apanage des banques privées. C'est ça la question de fond, si vous voulez. Au-delà, après, on peut revenir sur les détails techniques, les canaux techniques, mais c'est ça la question de fond. À qui doit appartenir le pouvoir monétaire ? Mais alors vous défendez la thèse selon laquelle il devrait appartenir au corps social, qu'on devrait pouvoir voter, que ça devrait être des personnes qui sont élues, qui gèrent cette création monétaire-là. Mais tout ça, vous parlez de la Banque centrale,
nous, la seule banque centrale qu'on ait, c'est la Banque centrale européenne. Donc ça veut dire que ça devrait s'inscrire dans le cadre européen, qui est pourtant le cadre qui nous a mis à la base dans cette situation. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal? Est-ce que c'est pas un peu utopique de penser qu'il y aurait une forme de sursaut démocratique qui nous permettrait de s'acheminer vers cette solution-là? Alors, les utopies d'un moment sont les futurs d'autres moments. Pour l'instant, oui, on est dans une situation où, en effet, les traités européens ont verrouillé tout ce qui touche à la création monétaire, tout ce qui touche à la banque centrale. Les banques centrales sont indépendantes, donc impossible de leur donner des consignes, impossible de leur dire... Mais vous savez... C'est très problématique, ça, parce que, par exemple, la Banque centrale, qui est indépendante, donc qui ne reçoit aucune consigne du pouvoir politique, doit donc être neutre. Parce qu'elle dit « j'ai pas le pouvoir de faire des choix politiques, je suis pas élu », ce qui est vrai, d'ailleurs. Donc, comme elle est neutre, dans toutes ses interventions, elle s'efforce de reproduire la configuration actuelle du marché. Et donc, résultat... Comme le marché est aujourd'hui dominé par des énergies fossiles, par des entreprises polluantes, etc., quand elle fait des achats d'actifs, eh ben, elle achète beaucoup d'actifs polluants, etc., au lieu de privilégier des actifs verts. C'est-à-dire des actifs qui nous permettent de mener la transition écologique. Donc ce principe de neutralité monétaire que s'applique la Banque centrale, c'est une des preuves de son impuissance, en fait. En fait, l'indépendance des banques centrales, ça les conduit à l'impuissance à faire des choix. Or, justement, la monnaie, on doit pouvoir faire des choix, on doit pouvoir dire... que l'on veut financer prioritairement tel ou tel aspect de la société. Alors bien sûr, ce qu'on recommande dans le livre, c'est pas du tout de remplacer tout le système de création monétaire des banques par une création monétaire uniquement de la Banque centrale. C'est de dire que la Banque centrale peut créer de la monnaie en complément du système actuel, selon des objectifs qui sont définis démocratiquement, par exemple pour remplir les objectifs du développement durable auxquels se sont engagés les pays européens, la France et l'Union européenne. Eh bien voilà, il faudrait qu'on puisse chaque année créer un certain volume de monnaie à discuter, sans dette associée, sans contrepartie, pour venir financer ces dépenses-là. Et si à un moment, parce que c'est toujours la grande crainte, ça fait un petit peu d'inflation, alors aujourd'hui, on en aurait bien besoin, parce que quand on a un peu d'inflation, ça veut aussi dire que les revenus augmentent. Et pour l'instant, les revenus n'augmentent pas. Ou très peu, et les gens le savent, et même avec la pandémie, les revenus diminuent. Donc on aurait bien besoin d'un peu d'inflation. Mais si jamais un jour ça faisait trop d'inflation, eh ben il suffirait d'arrêter de rajouter de la nouvelle monnaie, voire d'en retirer un petit peu à travers la fiscalité. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce pouvoir de création monétaire qui nous appartient à tous, parce que là, si vous voulez, la situation actuelle, c'est comme si on était dans le désert et on avait une source d'eau potable, et que les traités européens avaient mis un panneau dessus, eau non potable. Surtout, ne buvez pas. Eh bien, si. Aujourd'hui, il faut boire un peu. La création monétaire peut être une source et on peut s'y abreuver pour faire ce qu'on a à faire. Écoutez, merci beaucoup Nicolas Dufresne. Merci beaucoup Salomé. D'être venu sur le plateau de Blast aujourd'hui. Je rappelle que vous avez coécrit avec l'économiste Alain Grandjean une monnaie écologique qui est toujours disponible aux éditions Odile Jacob. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Twitter et également Instagram. Et moi je vous dis à bientôt.